Bonjour, nous continuons notre leçon sur l'Empire romain. Dans une première partie, nous avons vu quelle était la taille de l'Empire et comment les conquêtes s'étaient faites, grâce notamment à l'armée. Et maintenant, dans un paragraphe C, nous essayons de parler un petit peu de l'empereur. Qui dit empire dit empereur. Et je voudrais découvrir avec vous qui était le premier empereur romain et quels étaient les pouvoirs des empereurs qui lui ont succédé. Alors, le premier empereur, c'est cet homme, il s'appelle Octave. Octave est le fils adoptif de Jules César et il va participer aux guerres civiles qui déchirent la République à la fin du 1er siècle avant notre ère. Quelques informations sur Octave. Son père adoptif Jules César a été assassiné et à moins 42, Octave va réussir à battre ses assassins lors de la bataille de Philippès. La guerre civile continue. En moins 31, il remporte une victoire très importante qui le rend finalement victorieux contre Marc-Antoine. Et en moins 27, comme il a réussi à finir ces guerres qui déchiraient tout le monde romain, eh bien le Sénat, les sénateurs qui avaient le pouvoir politique de décider des lois, de décider pour le monde romain, eh bien lui donnent deux titres très importants, le titre d'Auguste, on va voir, ça veut dire élu des dieux, et Imperator, c'est le général victorieux. À partir de là, eh bien, Auguste va avoir le pouvoir politique. Tous les pouvoirs du Sénat et du peuple passèrent à Auguste. Et à partir de ce moment, une véritable monarchie, c'est-à-dire un système où c'est un seul qui dirige, fut établie, même si encore maintenant on nomme aux magistratures selon les lois, c'est-à-dire que même s'il n'y a qu'un seul homme qui dirige, on continue quand même à désigner des magistrats. Donc cet homme, Octave, fils adoptif de César, reçoit le nom d'Auguste et devient le premier empereur romain grâce au titre d'imperator. Donc nous pourrons noter dans le cahier, le premier empereur romain est Octave, il a reçu du Sénat en moins 27 le titre d'Auguste, il fonde un nouveau régime qu'on appelle parfois le Principat, mais que nous on appellera toujours Empire. Et ici le mot important, c'est Auguste, en latin Augustus, qui veut dire élu des dieux, choisi par les dieux. Après avoir découvert qui est le premier empereur, maintenant je veux savoir quels sont les pouvoirs de l'empereur, d'Auguste et de tous ceux qui vont lui succéder. Pour cela, je vais travailler avec vous sur une pièce de monnaie. C'est un document très utile quand on fait de l'histoire ancienne. Effectivement, les chefs, gaulois, romains ou même grecs, avaient l'habitude de se faire représenter sur un côté des pièces de monnaie. Et très souvent, autour de leur visage, on trouvait ce qu'on appelle la nomenclature, des noms qui indiquaient justement qui ils étaient et quel était leur poste. Ici, nous avons une pièce de monnaie en or. Seuls les empereurs ont le droit de frapper des monnaies en or. Et l'empereur qui est représenté ici s'appelle Trajan. Il a régné de 98 à 117. Donc déjà, ça nous donne une information sur son visage, sa manière de se faire représenter. Et puis tout autour, donc, il y a la titulature de Trajan, c'est-à-dire son titre, comment il se fait appeler. Il ne se fait pas appeler juste par son prénom, on va le voir. Comme cette titulature est très très longue, il y a certains mots qui ne sont pas écrits en entier, on n'a que les premières lettres. Peut-être c'est mieux ici parce qu'on est à l'endroit. Par exemple ici, GER, c'est une abréviation pour Germanicus. Je lis la titulature avec vous. Donc, lorsqu'on présente Trajan, on l'appelle Imperator Caesar Nervae Trajano, Augustus Germanicus, Dacius, Pontifex Maximus, Tribuniciae Potestate, Consulus Cinque, Pater Patriae. Voilà, ça c'est son nom complet si on veut. Alors dans son nom, il y a vraiment son nom à lui. Par exemple, ici on trouve Trajano, ça veut dire Trajan. Et puis il y a d'autres informations. Certaines informations me montrent que Trajan est un empereur qui a un pouvoir militaire. D'autres informations me prouvent qu'il a un pouvoir politique, de gouverner, de diriger.
Et puis, d'autres informations vont me prouver encore qu'il a un pouvoir religieux. Donc, on va chercher ça ensemble. On commence avec le bas de la titulature. Donc, comme tous les empereurs, il porte le titre d'imperator, général victorieux. Bon ben voilà, général, la connotation militaire est certaine. Je vais pouvoir lui attribuer la couleur rouge. Alors progressivement, en fait, le mot imperator va devenir le mot empereur et voudra dire aussi le pouvoir politique. Nerva et Trajano, je ne vais pas mettre de couleur puisque c'est son nom. Et vous voyez qu'il se fait appeler César. Tous les empereurs vont prendre le nom de César, puisque rappelez-vous, Octave, le premier empereur, était fils adoptif de César. Ensuite, ici, j'ai l'information Augustus. C'est un mot qu'on vient juste de découvrir. On sait que ça veut dire élu des dieux. Forcément, les dieux, c'est un pouvoir religieux. Trajan a mené des batailles et notamment il a gagné contre les Germains. Il se fait donc appeler vainqueur des Germains. Il a dirigé des conquêtes militaires. Il a également gagné contre les Daces. Là aussi, c'est son pouvoir militaire. Autre chose de complètement différent, il est également Pontifex Maximus, grand pontife. Pontife, c'est un autre mot pour dire le pape. Alors évidemment, pour nous, pape, c'est chef des chrétiens, mais à l'époque, c'est le mot qui veut dire chef religieux. Donc l'empereur, en plus d'être un chef militaire, est aussi un chef religieux. Il dispose de la puissance tribunicienne, c'est-à-dire qu'il propose les lois, c'est lui qui décide pour son pays. Voilà un élément qui nous prouve son pouvoir politique. Et le consul, c'est celui qui est le chef politique du pays. Autrefois, il y avait seulement 2 consuls qui changeaient tous les ans, mais là, vous voyez que il accumule, chaque année, il devient consul. C'est lui qui est le premier magistrat de l'Empire. Il est donc le chef politique. Pater Patriae, père de la patrie, c'est un titre qui montre que son peuple lui est reconnaissant, qu'il est celui qui protège la nation et son peuple. Donc vous voyez qu'à partir d'une pièce de monnaie, on peut déterminer les pouvoirs de l'Empire, de l'empereur. Ces pouvoirs sont énormes et dans tous les domaines, ce qui nous amène au résumé suivant. L'empereur dirige l'État, il nomme les magistrats et les sénateurs, il dirige la religion, grand pontife, et l'armée, il fait les lois et rend aussi la justice. Par ailleurs, son titre d'Auguste lui donne un caractère sacré. Après sa mort, il devient une sorte de dieu pour les Romains qui lui rendent un culte, offrande, prière, temple. C'est le culte impérial. Bon, j'ai fait une petite faute d'orthographe, je vais la corriger juste après l'enregistrement. Et le culte impérial, ce sont des pratiques religieuses en l'honneur d'un empereur mort que le Sénat a désigné comme divin. Donc voilà, un personnage extraordinaire, un chef dans tous les domaines, qui lorsqu'il meurt peut devenir un dieu. Voilà à quoi ressemble un empereur romain. Pour mieux faire connaissance avec les empereurs romains, je vous propose un exercice dans votre livre. Cet exercice porte sur l'empereur qui s'appelle Adrien, qui a beaucoup voyagé dans son empire. 4 questions. Vous allez calculer le temps que Adrien a passé en voyage et puis vous comparer par rapport à la durée de son règne. Ensuite, vous essaierez de déterminer si ces déplacements représentent un effort important pour l'empereur. Vous essaierez de voir les distances, par exemple, qu'il couvre. Est-ce qu'il va loin? Est-ce qu'il y va souvent? Pour la question 3, quels sont ses objectifs militaires lorsqu'il part en voyage? Et puis, qu'est-ce qu'il fait d'autre lors de ses déplacements, à part les objectifs militaires? Vous répondrez dans le cahier. Voilà, à recopier donc le cours, les exercices à faire, et je vous retrouve mercredi pour la correction. Bon courage!